Nous sommes le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagés et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses, aux États-Unis, 1000 Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, Boulevard Monk, H4, E3, H8. À Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Rigini, commune de Lemba, et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limites. Rétablir la confiance et raviver la solidarité mondiale, accélérer l'action menée pour réaliser les programmes 2030 et les objectifs de développement durable en faveur de la paix, de la prospérité, du progrès et de la durabilité pour tous. C'est le thème de la 78e Assemblée générale des Nations Unies qui se tient en ce moment même à New York depuis le mardi 19 septembre 2023. Hier, le président Tshisekedi a tenu son allocution donc à cette tribune des Nations Unies répartie sur 12 pages. Le président Tshisekedi s'est attelé sur plusieurs aspects de la vie nationale, internationale, la question sécuritaire, la question du climat, la question liée également à l'agression rwandaise, les droits de l'homme, le processus électoral. Mesdames et messieurs, vous avez peut-être suivi l'allocution du président de la République pendant plus ou moins une vingtaine de minutes. Eh bien, le chef de l'État est resté constant dans son discours. Le Rwanda, pays agresseur, sans sanction des Nations Unies, malgré les rapports des Nations Unies. À part cela, il a également demandé même à l'assistance de distribuer les rapports des Nations Unies qui attestent justement l'agression rwandaise sur la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Grande Tribune, votre émission. Nous sommes le jeudi 21 septembre. Merci de nous faire confiance. Nous sommes avec 3 invités sur ce plateau. On va analyser sans passion, avec beaucoup d'intelligence et d'objectivité cette allocution. Monsieur Xavier Maloutama, deuxième parution dans cette émission, mais première avec moi. Vous êtes donc secrétaire général adjoint de l'Action du peuple pour la démocratie, en charge également de la secrétaire général adjoint du Parti du peuple pour la démocratie, en charge de la communication, porte-parole du parti et conseiller du président du parti. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau, monsieur Xavier. Tout le plaisir est pour moi. Vous savez que je vous ai toujours dit que j'appréciais beaucoup ce plateau parce qu'il est très suivi à l'intérieur et que comme je suis un villageois du Congo central, précisément de Songololo, ça me fait toujours plaisir de passer sur ce plateau parce que je sais qu'à ce moment-là, mes électeurs me voient intervenir sur votre plateau. Donc ça contribue un peu à mon marketing politique. Exactement. Monsieur Gandhi Kassende, il est jurisconsulte, il n'est pas politique. Merci de prendre part. Mais il analyse la politique en tant que politiste au-delà d'être jurisconsulte. Politiste, pour ne pas dire politologue, puisque ici tout le monde est maître, tout le monde est politologue, donc c'est pour changer un peu, nuancer les choses et prendre l'option qui est plutôt une option qui n'est pas fourre-tout. Très bien, merci de prendre part à ce débat. Monsieur Éric Bissello, il est président de Consort et puis communicateur de l'Alliance des Congolais pour la refondation de la nation, candidat député national de la Tchangou, je crois bien. Parfaitement. Merci pour l'invitation, mais il faut retenir que Consort étant créé récemment, on n'a pas pu avoir les moyens nécessaires pour aller aux élections. Donc on y va sous l'étiquette de l'ACRC, dans lequel on œuvre
pour ramener une dynamique derrière le prix Nobel de la paix et derrière le pasteur et l'homme, le professeur Denis Mukwege, pour sa première participation à l'élection présidentielle. Donc on est bien en effet au sein de l'Alliance des Congolais pour la fondation de la nation, ACRN en sigle, qui est menée par le professeur, l'écrivain et le théologien Roger Poity. Roger Poity. Alors, un biscuit rapidement pour chacun, qu'on a directement dans ton but. Un biscuit, ça serait bien. Moi, c'est plutôt un coup de gueule parce que il faudrait rappeler certains pasteurs de revenir dans leur mission originelle. Ici, il est question des pasteurs Marcelo qui se permet de fouler sous les drafts de sermons la mémoire des gens des personnes qui ont contribué énormément pour le rayonnement de la République démocratique du Congo, surtout pour qui ont apporté une image valorisante à la culture congolaise, notamment ici les questions de feu Papa Wemba, de feu Kester Emenea. Donc Marcelo, qui a besoin peut-être de beaucoup de dîmes de ses adeptes, devrait quand même trouver des sujets beaucoup plus intéressants pour eux, c'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'ils se remplissent autant d'églises, c'est parce qu'il y a beaucoup de chômeurs, parce qu'il y a des femmes qui désespèrent, parce qu'il y a des sociétés qui sont en train d'éclater de toutes parts. Donc il faudrait revenir à des sermons originels et ne pas se permettre de cracher sur la mémoire des morts, à plus forte raison des grands hommes qui ont posé des empreintes positives, que lui, on va certainement oublier Marcelo comme des autres pasteurs, mais Papa Wemba reste un monument, Kester reste un monument, et surtout pour des communautés particulières de notre République. Donc il faudrait, c'était un coup de gueule qu'il fallait absolument mettre sur la table, et qu'il s'occupe de ce qui lui est propre, mais qu'il foute la paix aux Congolais qui ne sont pas, tous les Congolais ne sont pas des croyants, ne sont pas des protestants. Touchez pas également Méouin. Touchez pas également Méouin. Alors, respecte la famille de ceux qui sont... Monsieur Gandhi, touchez pas également Méouin. Plutôt monsieur Xavier. Un biscuit également? Non, nous avons une dimension nationale. Nous sommes plutôt portés sur la situation sécuritaire à l'est du pays. Donc ici, je vais transmettre le message du président national de l'Action du peuple pour la démocratie, Johnny Luboya Mukadikaba, qui a à cœur la question sécuritaire de l'est du pays et qui invite les populations à l'est à tenir bon, parce que nous pensons que les prochains jours nous donnerons la victoire. Cette guerre qui nous est injustement imposée dans la partie est de notre pays, qui perdure depuis plus de 20 ans aujourd'hui, le président de la République et son gouvernement sont en train d'œuvrer pour que nous puissions mettre un terme définitif à cette aventure du Rwanda à l'est de notre pays. Mais en attendant que cela arrive, le président national de l'Action du peuple pour la démocratie envoie un message de réconfort et un message moral pour les populations de l'Est de la République. Il est frère au gouverneur de l'Ituri? Non, ils n'ont rien à voir. Ils n'ont rien à voir. Parce qu'ils portent le même prénom, le même nom. Et on dirait qu'ils sont frères. Hein? Johnny Luboya. Ils peuvent être frères de nom, mais sans plus. Biologiquement, il n'y a rien. Il est plutôt le frère biologique du feu Christian Badibani. Ah oui. Voilà. L'honorable, l'ancien député Christian. Paix à son âme. Paix à son âme. Alors, monsieur Gandhi, un biscuit, non? Un petit biscuit concernant la gestion même du pays, et particulièrement de la ville de Kinshasa. Il y a des bouchons, c'est-à-dire des embouteillages qu'on rencontre, mais qui sont des embouteillages créés, deux fois par les chauffeurs, les taximens en particulier, mais deux fois par les policiers, et souvent en appui avec le policier. Quand vous allez à Kitambo magasin, vous voyez qu'en Gouma, il y a des bouchons, on peut l'expliquer par le fait qu'il y a des trous un peu partout. Mais quand on arrive à Kitambo magasin, il y a un petit noyau de Kitambo magasin là, vous voyez le bordel occasionné par les motards, bordel occasionné par les taxis. Ensuite, la tolérance de la police qui combine avec ces taxis, puisqu'ils glissent 500, ils glissent 1000, etc. L'ordre n'est pas assuré par ceux-là même qui pouvaient réguler la circulation. Mais quand vous arrivez ici sur le boulevard, ça roule normalement. Mais quand vous arrivez à la bifurcation, c'est-à-dire au croisement Ouangata et boulevard des 30 juin, il y a près d'une dizaine de policiers qui sont là, à la recherche encore des dîmes
puisqu'on a parlé d'église, et leur dîme à leur manière, alors que le chef de la police a remis les choses dans leur contexte en disant pour le moment, sauf exception, sauf accident, etc., n'est pas embêter les automobilistes. Celui qui a commis une petite erreur, essayer de venir de manière éducative, dire là, vous avez failli, il ne faudra plus répéter. Non, eux, c'est tout de suite, ils rentrent dans la voiture alors qu'ils ne sont pas invités. Ils commencent à reprendre les exactions du passé. Il faudra que l'inspecteur revoie les choses, regarde sur le terrain. Ils ont aussi leur camion Kikalangu qui vient encore chercher les voitures, des fois en acquaintance avec les policiers qui sont dans les quartiers, etc. Donc l'ordre n'est pas respecté ici. Les gens ne respectent pas les consignes de leur hiérarchie. Et ils mènent la ville, le pays à la déconfiture. C'est ça que je voulais dire. Merci messieurs. Place au sujet du jour, allocution du président de la République à l'occasion de la 78e, bon c'est pas notre français, 78e session ordinaire de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Nous on dit 78, pas 78, bon. C'est pareil. Alors, Maître Bisselo, quelle est votre première réaction après avoir suivi le discours du président? Un discours timoré, empreint de pusillanimité, truffé des équivoques, et qui élude volontairement les faits vécus par les Congolais. C'est vraiment du Chilombo. C'est-à-dire, quand tu nous parles des catastrophes que ont vécu les Égyptiens, les Tunisiens, il oublie que, juste au mois de mars ici, 411 de nôtres ont disparu par des faits de changement climatique. Il oublie qu'à l'Issala, ici, il y a 17 personnes qui viennent de mourir. Donc, le premier des Congolais n'a même pas la décence de rendre hommage à ces Congolais. Il parlait des milliers de morts. Comment? Fait de l'agression, de l'insécurité. Non, quand il parle des catastrophes naturelles, ici, les changements climatiques, là, c'est des Congolais qui sont morts du fait du glissement. Mais il a dit. Non, il a parlé des autres pays, pas des Congolais. Pas de l'Afrique. Nous sommes en Afrique. Il est le président de la République démocratique du Congo. Il faut quand même, moi je raison garder, excusez-moi, on est bien tribune des Nations Unies, mais tribune des Nations Unies, vous venez pas pour parler des autres nations. Que de votre pays. Non, pas que de votre pays, mais vous présentez votre nation. Vous représentez votre nation. C'est-à-dire que vous parlez de votre nation, puisque quand tu nous parles de M23, ce n'est pas le monde qui est concerné par le M23. C'est la République démocratique du Congo. Quand on nous parle des droits de l'homme, mais il y a 60, 70 Congolais qui viennent assassinés par la garde républicaine. Quand on nous parle de la sécurité, comment vivre la sécurité alors que notre propre police nationale crée l'insécurité? C'est du Chilombo tout bien fait. Ben, je crois que moi, je m'attendais à ce discours insipide parce que c'est la 4e fois qu'il assiste et on en avait marre des plaintes. Vous attendiez à quoi? Mais je ne m'attendais à rien. Je vous ai dit, vous m'aviez posé la question, j'ai dit je ne vais pas le suivre. Et je ne l'ai pas suivi. Je viens de lire le rapport, le discours chez vous. Je ne l'ai pas suivi. Vous n'avez pas suivi son discours. Comment vous le critiquez? Je l'ai lu. Je viens de lire. Suivre, c'est-à-dire suivre quand il était en train de passer. Ben, l'essentiel, c'est de le ramasser. Moi, j'aime bien lire. Et quand je le ramasse, et je vous dis vrai, je n'ai rien raté. Parce qu'il n'avait rien à apporter. Je me souviens, moi, quand il était parti à la conférence du COP, je ne sais 26, tous les gouvernements avaient fait la queue pour aller l'accueillir comme quand on a accueilli Mobutu avant, comme s'il nous ramenait une coupe internationale avec de l'argent assuré. Mais on n'en a pas entendu la suite. 1 million d'arbres plantés, on en est où? Il nous parle des élections à coup sûr dans les délais constitutionnels, heureusement, parce que sinon, ça serait violation de la Constitution, mais non pas dans les formes telles que la Constitution le veut. Transparence, crédibilité, voilà. Il n'avait rien à dire parce qu'il a un bilan chaotique, il sait qu'il a attendu au tournant et que les Congolais n'ont plus rien à espérer, donc il est parti plutôt évoquer en coulisses ses discrétions, c'est-à-dire que on a eu un président qui passera toute sa vie à s'expliquer comment il est arrivé au pouvoir en 2018. Ah, vous parlez de son... Ça fait partie des conférences de presse. Oui, avant, ça fait partie. Devant la diaspora. Imaginons un peu qu'on a un président qui passera tout son temps... C'est une question qu'on lui a posée, il a répondu. Oui, il passera tout son temps à expliquer comment il est arrivé au pouvoir en 2018, avec d'abord toujours des équivoques. Avait-il le choix d'éviter cette question? Parce qu'on le lui a posée. Mais je vous ai dit, c'est là...
pose la question de légitimité. Puisque jusqu'à aujourd'hui, 5 ans plus tard, les Congolais se posent la question, comment vous êtes arrivé au pouvoir? C'est-à-dire que vous avez passé 5 ans illégitimement. 5 ans, c'est-à-dire que vous n'avez pas réussi à convaincre en 5 ans. Et puis, moi je me souviens, moi, de son secrétaire général actuel, qui disait que Kabila est un homme sérieux. Les images sont là. Et qu'avant de quitter le pouvoir, il a regardé les partis politiques en place qui étaient sérieux. Il a dit UDPS. J'ai comme l'impression que vous êtes écarté du discours. Non, pas du tout, je reviens. Comment il a acquis le pouvoir? C'est Dassault. Moi, je parle de sa présence à l'Organisation des Nations Unies et de cette conférence de presse. Et donc pour vous, c'est insipide, vide. Il n'avait rien à dire. Il n'a rien dit. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez retenu. Demander à la condamnation des Nations Unies. Les Nations Unies devraient condamner. Quand je vous dis des équivoques, des paradoxes, en même temps, j'ajoute le mot paradoxe. Avant, il dit que non. Il condamnait, il était invectivé. Il criait sur les Nations Unies de ne pas condamner ceux qui ont été repris dans les différents rapports, de ne pas condamner ceux qui commettaient des exactions à l'égard des Congolais, mais juste après, il s'est félicité d'avoir sanctionné le Rwanda. Donc, des équivoques et des paradoxes dans le même paragraphe. C'est extraordinaire. Donc, c'est-à-dire que c'est du Chilombo. C'est du Chilombo. Donc, je ne sais plus. Je crois que c'est ceux qui écrivent son discours, c'est un manque d'inspiration. D'accord. Merci beaucoup. Ils sont en train d'aujourd'hui de pleurer le fait qu'Itengiyesu, qui leur donnait un peu d'intelligence au cœur de cette... On espère que vous êtes du bon côté de l'histoire. Alors, Monsieur Xavier Maloutama, votre réaction après cette allocution? Bon, j'aimerais d'abord intervenir sur la forme utilisée. C'est du Chilombo, non. Nous parlons du président de la République. Mais c'est son poste, non? Chilombo. Oui, mais je pense qu'il y a un minimum à lui réserver en tant que président de la République. C'est notre président aujourd'hui. Il est le président aussi bien que de sa majorité parlementaire présidentielle que de l'opposition. Et ça, si nous positionnons comme des républicains, c'est une chose à laquelle nous devons faire attention. Bon, je comprends aussi que c'est comment dire, un des lieutenants du docteur Mukwege qui est en train de parler. Et la politique, pour eux, c'est un peu nouveau, donc je peux comprendre ça. C'est des novices. Oui, mais le docteur Mukwege, c'est un gynécologue de formation et de profession. La politique, c'est nouveau pour lui, donc il faut le comprendre comme ça. Mais j'aimerais quand même, enfin, si c'est possible, hein, je n'impose rien à personne. Je dis simplement que moi, personnellement, le docteur, en tant que gynécologue, je le respecte et je le respecterai toujours. En tant que politique, c'est la même chose, c'est un aîné pour moi. Mais je suis quand même un peu choqué d'entendre comme ça. C'est du Chilombo, non, c'est le président de la République. Et donc, même si on peut avoir des relations personnelles avec lui dans l'intimité, mais ici, sur le plateau, nous allons rester protocolaires parce que la politique, elle est protocolaire. Maintenant, pour revenir à son discours, en fait, il y a deux faits qui ont été évoqués ici. Il y a le discours à la chaire et puis il y a la conférence de presse qu'il a accordée. Sur le plan du discours à la chaire, moi je pense qu'il a été complet. Il a éludé toutes les questions qui taraudent les esprits aujourd'hui en RDC, les esprits des Congolais. Vous savez que nous sommes à pratiquement 3 mois de la tenue des élections générales. Et le président de la République a rassuré sur le respect des délais constitutionnels. Il n'a pas fait mention des morts de Goma. Non, ça c'est un faux procès. Il n'a peut-être pas été dans les détails, mais il en a parlé. Il a fait l'état des lieux de ce qu'est la RDC aujourd'hui. Il a rendu hommage à nos victimes. Et moi, je pense que le discours était complet. Après, on peut critiquer parce qu'on aurait voulu personnellement qu'il dise certaines choses. Disent qu'il y a un peu de répétition tout le temps. On revient sur la même rhétorique, agression, mais... Oui, on le dit, on le redit, mais ouais. Concrètement, il n'y a pas d'effets qui s'en suivent. Il faut être attentif à ce qui se passe au niveau diplomatique. Lorsque le président dénonce cette agression, c'est une action diplomatique. D'accord ? Et sur le plan diplomatique, vous allez constater que les États-Unis, j'aimerais avancer, les États-Unis viennent de suspendre leur coopération militaire avec le Rwanda. Ce n'est pas un fait anodin. Ils ne l'ont pas fait comme ça pour rien. Il y a des raisons. C'est notamment le rapport des Nations Unies auquel le chef de l'État a fait allusion du haut de la chaire des Nations Unies.
Donc c'est une action diplomatique et qui porte ses fruits aujourd'hui. Si vous regardez d'où nous venons de 2018 à aujourd'hui 2023, la situation du Rwanda sur le plan international n'est plus la même. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un travail qui a été fait à partir d'ici, un travail notamment diplomatique. On a dénoncé sans cesse et on continuera de le faire l'agression rwandaise à l'est du pays. Et ça porte ses fruits. Aujourd'hui, les soutiens qui étaient affirmés hier du Rwanda commencent à se retirer du Rwanda. Parce qu'il y a un travail qui est fait et ça, il faut le reconnaître. Alors, je voulais plutôt continuer par rapport à son discours. Il a rassuré sur la tenue des élections dans les délais constitutionnels. Et ça, je pense que c'est une très bonne chose parce que le processus électoral en RDC, lui, en tant que président, c'est le premier processus électoral qu'il a à superviser. Il n'organise pas, mais il supervise. Mais on a eu, je crois, 4 cycles électoraux. 2016, 2006, 2011, 2018. Ça, c'est le 4e. Et nous, en tant que Congolais, en tant que peuple congolais, nous savons combien, à chaque fois, ça a été difficile d'aller aux élections. Que ce soit en 2006, en 2011, en 2018, il a toujours été difficile pour nous, en tant que nation, d'aller aux élections. Alors, aujourd'hui, c'est normal qu'il y ait ces réserves de certaines personnalités politiques. C'est normal qu'il y ait des réclamations. Il y en aura toujours. Il le sait lui-même. Hier, il était dans l'opposition. Aujourd'hui, il est président de la République. Mais je peux lui rappeler le fameux épisode de la machine à voter. Hein? Donc voilà, et là on est en 2018, jusqu'à ce que finalement ils disent, bon, machine à voter ou pas, nous irons aux élections. Donc c'est ça le truc, et il le sait. Donc aujourd'hui, l'essentiel pour la nation... La question de la légitimité, comme a dit votre co-débatteur d'en face, il est revenu sur ça pour répondre à la question qui lui a été posée. Est-ce que c'est le moment indiqué, c'était le moment indiqué de pouvoir revenir sur des questions aussi troubles? Non, la question n'est pas trouble. La question lui a été posée, il a répondu. Est-ce que cela remet en cause la légitimité du président de la République? Je ne pense pas. Nous sommes fin mandat. Et là, nous sommes en train d'aller aux élections pour le renouvellement de son mandat. Donc, et puis, du reste, le premier mandat, lui, n'a pas supervisé l'organisation de cette élection. Donc, ça veut dire que d'autres personnes, et sur le plan politique et sur le plan technique, ont organisé cette élection, que lui a gagné, et aujourd'hui, on voudrait lui opposer le fait à lui qu'il y a eu tricherie. Mais si jamais c'était le cas, qui serait l'auteur de la tricherie? Parce que lui n'était que participant à cette élection. Alors, si on veut dire qu'il y a une tricherie, mais j'aimerais qu'on nous désigne qui est le tricheur. Parce que lui, je le répète, il n'était ni président de la République, ni président de la CENI. Il n'y a pas lieu de douter de cette question. C'est juste une rumeur, je crois que... Non, mais on peut y aller aussi dans la réflexion. Je pense qu'ici, on est venu apporter un certain éclairage, une certaine intelligence. Donc, je me dis, allons au bout. Si jamais on dit qu'il y a eu tricherie en 2018, on le prend comme ça, mais dans ce cas, qui est le tricheur? Parce que lui n'était que participant à cette élection. Donc, s'il y a eu tricherie, il faudrait nous le démontrer et en même temps désigner le tricheur. Qui ne peut pas être Félix Antoine Tshisekedi, l'actuel président de la République, parce que lui n'était que candidat à cette élection et pas organisateur. Ni sur le plan politique, ni sur le plan technique. Ni sur le plan politique, ni sur le plan technique, il n'était pas organisateur, n'est que participant. Alors, Monsieur Gandhi, votre réaction également. Discours vide, discours plein de sens, discours plein, discours complet. Votre point de vue? D'abord sur la conférence de presse, je vais rencontrer notre ami Eric, qui a dit que ce n'était pas le moment, etc., qui a profité pour parler de l'illégitimité du président de la République. Mais la réponse lui a été donnée par Xavier. Je pense que je n'ai pas à rajouter beaucoup de choses, mais si moi j'étais à la place du président de la République, j'aurais paraphrasé Giscard d'Estaing à l'époque sur l'affaire des diamants de Bokassa. Moi, cette question était posée par la presse, c'est normal qu'il faut répondre. Moi, j'aurais répondu par cette phrase. Laissons les choses basses mourir de leur propre poison et ajoutons méprisons. Puisque là, en répondant, en s'expliquant par le fait qu'il a gagné des élections, en parlant des témoins et en évoquant les témoins, etc., il a donné le flanc à l'autre, Nanga, de pouvoir réagir. Donc, il ne fallait pas lui redonner le flanc. Il fallait répondre par le silence ou par la phrase que je viens de dire. Les choses basses, il faut les laisser mourir de leur propre poison et ajouter méprisons. S'il faut revenir sur le discours, les discours, quand on regarde de manière classique,
c'est un discours intéressant, un discours panafricain. Puisque quand on regarde, tout a tourné sur le panafricanisme. C'est un peu le courant aujourd'hui où on remet en cause l'existence du système international tel qu'il est aujourd'hui. Tout le monde le remet, chacun à sa manière. Il y en a par des coups d'État, il y en a par la réflexion. Moi, je pense qu'il a commencé même d'ailleurs son discours par le fait de faire la ronde des problématiques qui se posent en Afrique, notamment sur les problèmes de l'environnement, les catastrophes qu'il y a eu en Afrique du Nord, les catastrophes qu'on trouve dans le monde. Et il a évoqué aussi le rôle que devraient jouer les Nations Unies, qui ne jouent pas réellement leur rôle, notamment s'agissant de l'Afrique. Il a bien explicité les choses, tout en évoquant aussi la place de la MONUSCO ici dans notre pays pendant plus de 2 décennies, et le rôle qui devrait être le leur, n'ont pas joué les jeux dans le bon sens, et qu'ils étaient dans l'incapacité, ne serait-ce que de protéger les civils. Il a aussi parlé de l'environnement et de l'équité qu'on devrait avoir, puisqu'il a rappelé que dans le monde, la RD Congo figure parmi les pays solutions par rapport aux questions liées à l'environnement. Mais quand on regarde les aides qui viennent sur le plan de la communauté internationale, le Congo démocratique n'a qu'une infime enveloppe par rapport au rôle qu'il joue sur le plan de la protection de la nature. Et il a demandé à ce qu'on puisse corriger cela. Il a demandé aussi qu'il y ait une correction, qu'on tienne compte de la place de l'Afrique dans le monde. Hier, on était colonisé, puisqu'à l'époque, quand on a mis en place les Nations Unies, on était colonisé. Mais aujourd'hui, il y a nécessité qu'il y ait des représentants de l'Afrique, au moins 2. Mais parmi les 2, il souhaiterait que la RD Congo figure parmi les 2. Est-ce que la voix de la RDC porte-t-elle vraiment dans ces concerts des nations? Est-ce que la RDC a-t-elle un poids nécessaire de faire entendre sa voix ou ses préoccupations? Je pense que oui. Au regard des rapports de force. Je pense que oui. Vous avez vu la dernière réunion qu'il y a eu au Brésil entre les 3 États qui sont les grands États par rapport à la sauvegarde de l'environnement. Vous avez vu la dernière décision prise par... ne respectent pas leur engagement, notamment pris en 2015 pour la réduction à la COP 15, je crois bien. Non, mais si vous voulez parler de l'ODD, personne n'a respecté réellement. Sur les 100%, on a juste essayé de faire des choses dans la direction qui était recommandée à moins de 20%. Certes, aujourd'hui, les États... Oui, 17%. 17% de ce qui était recommandé par rapport au programme de l'ODD, le développement durable. Il y a possibilité de récupérer, de rattraper le retard. Sauf que ça nécessite des moyens. Les États occidentaux ont des moyens. Ils peuvent rattraper leur retard. Nous n'avons pas de moyens. C'est pour cela que l'intervention du président de la République, notamment dans cette question concernant l'environnement, qui est l'équité. Tous les présidents africains ont presque dit la même chose, les mêmes préoccupations. Ce sont pleins de non-respect des engagements pris par les grands États, les États pollueurs. Mais au regard de la réalité, ces États-là... Non, mais il faut les dénoncer. Les schmilblick avancent. Le poids des Africains au niveau du concert des nations, c'est là que ça... on sait que il n'y a pas de mécanisme de contrainte. C'est ça le problème. On vit des recommandations quand il s'agit des Nations Unies. Mais quand le Conseil de sécurité décide, il y a des contraintes, qu'on le veuille ou non. Regardez ce qui se passe aujourd'hui entre nos relations, nos rapports avec le Rwanda. Ouais. Vous avez, ou du moins notre ami n'a pas accepté, n'a pas compris qu'on est en train d'avancer dans le sens positif. C'est vrai que le président de la République, pendant 3 ans, n'a fait que aller de gauche à droite pour faire en sorte qu'on puisse réprimander le Rwanda, qu'on puisse sanctionner le Rwanda. Beaucoup a été dit au niveau de la presse en disant on parle, il n'y a pas de sanctions. Mais quand il y a des sanctions, on n'en parle pas. Aujourd'hui, on se retrouve au Rwanda sanctionné par rapport à la coopération militaire avec les États-Unis. Vous n'oubliez pas qu'il y a d'autres conséquences. Il y a aussi tous les officiers supérieurs importants de l'armée rwandaise ont été mis à la retraite. Ce n'est pas par hasard. On n'oublie pas que les Nations Unies ont la Cour internationale de justice qui peut rétablir les faits, les crimes qui ont été commis depuis 30 ans aujourd'hui.
qu'attendent les Nations Unies pour établir cette cour en faveur de la RDC? Puisqu'ils en ont le pouvoir. Le temps diplomatique n'est pas un temps normal comme nous avons nous au quotidien. Le temps diplomatique, pour une question, ça peut nécessiter 3 ans, ça peut nécessiter 5 ans, voire même 10 ans. L'essentiel qu'on arrive. Le fait de condamner, de sanctionner le Rwanda, le fait que le président rwandais sanctionne ses officiers, c'est puisqu'il y a eu réprimande. Merci. Mais il n'y a pas que ça. Sur le plan économique, n'oubliez pas que le Rwanda est en difficulté économique. Il est en difficulté économique par rapport aux mesures que la RD Congo a prises, par le fait de ne pas permettre à ce qu'on puisse nous voler nos matières premières. Très bien. Donc il y a des conséquences. Alors, attendons voir avec le temps. Et vous n'oubliez aussi, vous n'oublierez pas, je finis là, vous n'oublierez pas non plus le fait que nous avons retrouvé notre possibilité d'acheter des armes. Nous avons aussi mis en place une réforme de l'armée qui donnera des résultats d'ici là. La République démocratique du Congo, notre pays. Alors, maître Eric Bissello, la question des droits de l'homme. Le président a parlé du journaliste qui a été arrêté, qui est aujourd'hui en détention. A-t-il tort de dire qu'il, en tant que membre, disons, il n'est pas du pouvoir législatif, ni judiciaire, il est exécutif, a-t-il tort de dire qu'il ne peut pas s'immiscer dans les affaires de la justice? Tout d'abord, permettez-moi de balayer quelques cartas des informations incorrectes. On n'a jamais perdu la capacité d'acheter des armes. On n'a jamais... Régime d'information, ce n'est pas un régime d'interdiction. On était limité sur certaines armes. Les textes sont là. Depuis 1988, on ne pouvait pas s'acheter une catégorie d'armes, pour préciser les choses. Allez-y, je vous laisse continuer. Régime d'information, ce n'est pas régime d'interdiction. Mais réalisez le texte. Il y a les régimes d'information, je suis d'accord avec vous. Merci. Mais sachez qu'on pouvait acheter des armes, c'était des armes simples. De certaines catégories, on ne pouvait pas l'avoir. Il fallait une autorisation du Conseil de sécurité. Je vous rappelle l'info. Il faudrait me donner un peu plus de temps parce que j'ai des amis de l'Union sacrée. Mais l'un prend particulièrement de temps sur l'étiquette de la neutralité, mais qui est là pour encenser le régime. Donc ça prend énormément de temps, plus que nous. Mais je vais d'abord mettre sur le compte d'une certaine ignorance sur mon parcours et sur mes capacités à l'entrebut de l'ADPT. Vous savez, j'ai commencé par dire que à séparer ce que le président de la République démocratique du Congo devait faire, parler de ce que les Congolais ont vécu, de ce que les Congolais vivent, des désastres des Congolais, et ce qu'il n'a pas fait. Et j'ai dit encore mieux, il est venu me confirmer, puisque c'est un discours panafricanisme. Donc, Félix Tshisekedi pense qu'il est encore le président de l'Organisation Unité Africaine. C'est un discours certainement préparé quelques années en avant. Merci de me concéder cela. C'est-à-dire qu'en tant que président des Congolais, il n'a pas rempli sa part. Mais il a rempli la part de M. Chichon Lombo. Celui qui promet, celui qui promet et qui ne réalise pas. C'est sur les problèmes de la RDC, l'essentiel de son discours. Non, moi je ne crois pas du tout. Parce que les problèmes de la RDC. La RDC, pas l'Afrique ou le monde. Le problème de la RDC. Et d'abord, non, je vais finir par élaguer ces informations. Mes amis disent non, sur cette conférence qu'il y a eu sur l'illégitimité ou pas, il y a pratiquement peu de choses à dire, mais je veux que vous en avez dit beaucoup. Moi, je vous dis une chose. Il n'a pas pris part à l'organisation. On appelle, en termes juridiques, on appelle collusion. Il y a une entente. C'est ça, c'est sur ce soupçon-là que réside cette entente. En tant que le président des Congolais, 5 ans plus tard, les Congolais vous posent cette question. Cela met quand même... mais moi, je me sens mal à l'aise. C'est légitime de sentir mal à l'aise. Aujourd'hui, si on pose à Biden la question de dire qu'il y a eu des comment dire... la démocratie américaine n'est pas comparée à la démocratie congolaise. La preuve, mon ami ici a employé le verbe l'adjectif superviser. Qui supervisait les élections? Puisque pour lui, le président de la République supervise les élections. Le contexte revient non, attendez. Non. La démocratie, c'est une question de démocratie. Même aux États-Unis. Dit qu'il va saisir la justice. Même aux États-Unis. Parce qu'il y a eu fraude. Même aux États-Unis, c'est le ministère de l'Intérieur qui organise d'ailleurs même les élections. Et ce ministère-là, il dépend il travaille, c'est l'exécutif. C'est le gouvernement. Donc en fait, c'est même Attendez. La présidence de la République est une institution.
Tout à fait. Le gouvernement est une institution. Je parle du pouvoir exécutif. Attendez, vous me parlez du président qui supervise. Le pouvoir Moi, j'allais revenir à vous exécutif. dire à quel moment de la Constitution il est marqué que le président de la République supervise les élections. Il faut nous répondre là-dessus. Il ne faut pas employer des termes. On peut vous répondre là-dessus. Puisque si aujourd'hui, il n'y a pas d'élection, puisque manque de moyens de subsides et autres pour la CENI, qui vous allez attaquer? Vous n'allez pas attaquer le Premier ministre, vous allez attaquer le Président de la République en disant que le Président de la République bloque le financement de la CENI. Les scientifiques que vous êtes doivent parler sur la base des textes. Ne dites pas, n'imputez pas. Il est le garant du bon fonctionnement des institutions. La CENI est une institution. Si la CENI n'arrive pas... Non, je ne m'emporte pas, je t'explique. Ne vous écartez pas, Monsieur Bissélé, je vous explique tout simplement. Ne vous écartez pas. La CENI est une institution. Vous m'avez dit le président supervise. Le garant du bon Moi, je vous pose la question. Dans la Constitution de la République. République, où est-ce qu'il est marqué que le président de la République supervise les élections? Mais il est le garant. Je vous rassure. Lorsque la Constitution dit que le président de la République est le garant du bon fonctionnement des institutions et que vous constatez que la CENI est une institution, vous devez comprendre que, il m'a posé une question, j'y réponds simplement, vous devez comprendre qu'en c'est peut-être le mot de trop. En cas de défaillance de cette institution qui est la CENI, c'est le non, président de la République qui va en d'accord. Voilà. Non, mais moi je tiens au mot. C'est un mot de trop. C'est peut-être un mot de trop. Il a rectifié en parlant de la garantie. Non, il est le garant du bon fonctionnement des institutions. Oui, mais garantie, là je veux bien. Mais à ce titre-là, il supervise. Mais regardez, il va à la chaire des Nations Unies, il parle des élections, alors que ce n'est pas lui qui les organise. Mais pourquoi il en parle? Il présente la Parce qu'il a une responsabilité. Non, il a une responsabilité en ce qui concerne le respect du délai constitutionnel, n'est-ce pas? C'est cette collusion que nous il y a l'organisation technique, les représentants. C'est cette collusion que nous dénonçons entre les représentants d'une institution d'appui à la démocratie. Le chef de l'État n'a aucune responsabilité dans l'organisation des élections. J'aurais aimé qu'il me dise ça. Non, c'est une question que je veux. Moi, j'aurais aimé qu'il me dise ça. Non, c'est une question que moi je réponds que j'aurais aimé qu'il me dise ça. Non, c'est une question que... Moi, je vous réponds. J'aurais aimé que vous me disiez qu'il n'a aucune responsabilité à votre question que vous me posez. Parce que vous allez me dire quelle est la part du président de la République là-dedans. Dans le il y a un gouvernement, quelle est sa part même dans le fait de la mise en pratique du programme gouvernemental. On va même se dire que c'est lui qui préside le Conseil des ministres. Président ne lui donne pas des programmes. Il peut instruire. C'est ça le problème. C'est ça le problème. On a une lecture biaisée. On a une lecture biaisée de la Constitution. Le gouvernement de diligenter la politique de la nation, c'est défini par le gouvernement en concertation avec le président de la République. Cela ne lui donne pas au président de la République des prérogatives spécifiques par rapport à la politique de la nation. Ni sur les moyens. Ne partons pas dans des logiques qui n'ont ni queue ni tête. Mais là, c'est du juridisme. Non, c'est de la Constitution. C'est pas du juridisme. C'est de la Constitution. Oui, mais c'est de la Constitution. Le plan de droit, oui. Maintenant, vous parlez de la politique. Sur le plan de la réalité, on est dans un régime qui est hors texte juridique de la Constitution. Aujourd'hui... La théorie et la pratique, il y a toujours un écart. Il y a un écart depuis l'indépendance. Ce sont des textes pour dire, oui, on a une Constitution qui dit ça, il y a séparation de pouvoir, etc. Vous le savez... Qui sont dans les universités en train d'enseigner des textes biaisés, non, mais on enseigne les textes. Mais quand vous avez arrêté, faites autre chose. On enseigne les textes. Alors rectifions les textes, il faut faire plus pragmatique. Vous n'avez pas tort. On dit la vérité, la réalité. D'accord, vous n'avez pas tort. Il avait peur d'avoir une responsabilité politique. Moi, je peux dire politique. Mais moi, je vous parle, de la Constitution. Moi, j'ai tenu au mot supervisé. Excusez-moi. J'ai tenu particulièrement en quel moment il est stipulé que le président de la République supervise les élections. Je vous ai répondu en tant que garant du bon fonctionnement des institutions. D'accord. Si on constate une défaillance au niveau institutionnel, c'est vers lui qu'on va regarder. On va avancer. On va jamais attaquer le président de la CENI à l'Assemblée nationale. On va avancer. Ce sera l'exécutif. Donc, il a le devoir de veiller. Il a donc le devoir. D'accord. Il ne supervise pas. Même là. Quelles sont les institutions? Non, il est obligé de superviser. Non, on ne supervise rien du tout. Quelles sont les institutions de la République? La CENI fait partie des institutions? Mais la CENI est une institution d'appui à la démocratie. D'accord. À quel moment le président de la République intervient-il entre les relations et la CENI et le gouvernement? Quand il y a des dérapages. Mais quand il y a des... C'est quoi un dérapage? C'est lui qui contrôle la CENI, c'est l'Assemblée nationale.
Arrêtez de vous perdre. Mais l'Assemblée rapidement, nationale, en c'est une sa minute. majorité. Vous avez pris Ça reste sa Une responsabilité. majorité biaisée. le sacré de votre temps. La question des droits de l'homme. Oui. Parce qu'on lui a posé la question, on dit président, vous êtes en train, on vous accuse de violer les droits de l'homme, Oui, le journaliste. de restreindre la liberté de la presse. Il y a des opposants qui sont en prison, qui sont condamnés. Il y a des journalistes qui ne sont plus libres. Voilà, quand je dis qu'il est en train de faire de nous Chilembo, il est en train de, comme il languit, de s'échapper un peu de ses responsabilités. Ça va, bon, on va je reviens là, ses responsabilités. Le docteur va en prendre pour son grade. Hein. Non, on est là, moi je suis tranquille. Je suis Le tranquille. docteur va en prendre pour son Je grade. suis tranquille. Ok. Quand quelqu'un commet une erreur, il faut le remettre sur les pas. Il ne faut pas dire on tolère parce que c'est une erreur intolérable. Non, je vous dis une chose. À quoi sert un ministre de la Justice? De qui dépend un ministre de la Justice? Ce n'est pas de la politique, ça? La réforme de la justice ne dépend pas du ministère de la Justice. Quand le président de la République déclare que la justice est défaillante, et que, c'est-à-dire qu'il n'avait pas de projet de société pour la justice, il n'avait pas de projet politique pour la justice. La justice, c'est quoi? Ben, c'est ceux qui interpellent les opposants. C'est ceux qui arrêtent les journalistes. C'est ceux qui oppriment la liberté. Ceux qui tuent les Congolais à Goma parce qu'ils veulent manifester. Et qui ne condamnent pas ceux qui doivent être condamnés. C'est cela qu'il faut dénoncer. En cela, qui ne nous dit pas que non, la justice, laissez la justice faire son travail. La justice, il a déjà lui-même, il a dit que la justice ne fait pas son travail. La justice n'est pas à la hauteur, il est en train de rabaisser la nation. Mais il y a un ministre de la justice qui a été nommé par l'ordonnance présidentielle. À quel moment ce ministre de la justice qui vous me dites clairement, ici c'est sa majorité, c'est lui le chef de Merci gouvernement. beaucoup. À quel moment ce ministre de la justice propose-t-il des réformes pour pouvoir garantir aux Congolais que nous sommes la sécurité, les libertés et surtout ne pas être esclave d'un pouvoir qui est inquisiteur. Un pouvoir accusateur. Une acquisition. Oui, acquisiteur. Merci C'est beaucoup. ça la logique. Oui. Merci Donc beaucoup. il a une part de responsabilité qui ne nous disent pas qu'ils se lavent les mains parce que ça leur va. C'est quand et puis par ailleurs, excusez-moi juste, j'apporte une petite nuance. Mais Jeune Afrique est intervenu dans l'affaire Bissénélé. Il a fait des révélations. Jeune Afrique, François Béa a fait des révélations. Là, ça ne les a pas dérangés parce que c'est des réalités. Aujourd'hui, il faut des révélations sur la mort de Chéribon Kende. Là, ça paraît grave. Le journaliste Boujakera n'est jamais intervenu dans cet article. Il n'a même pas signé. Mais il est en prison. Et on trouve que dans un état de droit, c'est normal. Merci beaucoup, Maître Bissello. Alors, Monsieur Xavier, prenons la question des droits de l'homme. On peut se dire aujourd'hui que ceux qui accusent le pouvoir de brimer la presse, de restreindre la liberté de la presse, la liberté d'expression, d'arrêter des opposants, est-ce qu'on peut dire que ceux-là, aujourd'hui, ont tort de voir la question? Je pense que non. Il faut comprendre les choses dans leur contexte et dans leur environnement. Mais moi, je comprends le déficit en face de nous. Vous savez, quand on a passé toute sa vie sous les robes des femmes, il est difficile de faire la transition sur les questions politiques. Attendez, c'est quand même assez fort. Non, ce Vous n'est parlez pas de fort. qui? Je parle d'un gynécologue dont le travail, on sait ce que c'est qu'un gynécologue, d'accord? Et ce gynécologue-là, aujourd'hui, veut faire une transition pour muer vers la politique. Je ne m'appelle Et pas c'est Dominique ça tout le problème. C'est ça tout le problème. Lorsqu'on a passé toute sa vie sous les robes des femmes et qu'on veut maintenant migrer et qu'on voudrait migrer aujourd'hui vers les questions politiques, on aura du mal à en comprendre la quintessence. Je reviens maintenant sur l'intervention du chef de l'État. Nous sommes dans une démocratie. Dans une démocratie, il y a ce qu'on appelle la séparation des pouvoirs. Vous avez le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Lui, c'est l'exécutif. On lui pose une question sur ce qui concerne le pouvoir judiciaire. Il est normal qu'il dise qu'il ne veut pas s'immiscer dans les affaires de la justice. Parce que lui, c'est l'exécutif. Ce n'est pas l'exécutif qui a arrêté le journaliste dont vous parlez. C'est le pouvoir judiciaire. Donc, on a estimé qu'il y avait un problème et on l'a arrêté pour ces faits-là. Mais laissez la justice faire son travail. Mais non, Il faut laisser la justice faire son travail. Est-ce qu'il n'y a pas... C'est pas le même discours quand le chef dit que la justice tue le pays et que les opposants disent que la justice est en train de brimer. Est-ce que le chef de l'État ne prononce pas le même discours que les opposants? C'est pas du pareil au même. Le chef de l'État, en son temps, a eu à constater, lui,
du haut du pouvoir exécutif, il a eu à constater que le pouvoir judiciaire avait certaines failles. Et il en a le droit. Il a même dit que ça tue le... Il en a le droit. En tant que citoyen congolais, il a constaté qu'il y avait des choses qui n'allaient pas et il a exprimé tout haut. Ce n'est pas un problème, mais ça ne fait pas de lui. N'est-ce pas le même discours que tiennent les opposants quand ils disent que cette justice tente de les brimer? Ça ne revient pas au même. Non, parce qu'en fait, le discours... Quelle est la démarcation entre le discours du chef de l'État? Le discours que vous avez en face ne pointe pas l'appareil judiciaire, mais plutôt le chef de l'État. On dit de lui aujourd'hui que c'est un dictateur, que le régime prend une tournure dictatoriale et ainsi de suite. Or que si on fait la part des choses, comme nous sommes en démocratie, je l'ai dit tout à l'heure, je le répète, il y a le principe de séparation de pouvoir. Et donc, à ce titre-là, le chef de l'État, il engage l'exécutif. Le président de la République et le Premier ministre, c'est l'exécutif. Le Parlement, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat, c'est le législatif. Et puis, vous avez le pouvoir judiciaire. Et donc, lui, il n'a pas à intervenir dans les dossiers judiciaires. Ce n'est pas ça son rôle. Les personnes, si vous voulez, le pouvoir, l'appareil qui a arrêté le journaliste dont vous parlez, ils ont un dossier et ils sont en train de faire leur travail. Si ce journaliste s'est compromis dans la manière de faire son travail, mais il doit répondre de sa responsabilité en tant que journaliste. Et c'est tout à fait normal. Moi, pour l'heure, je n'en connais pas plus sur ce dossier, mais je laisse la justice faire son travail. La problématique électorale, il a dit que le processus, en tout cas, est en train de se dérouler comme prévu. Le 20 décembre, il y aura élection. Oui, en tant que superviseur du processus électoral, il doit s'informer auprès de l'institution qui a la responsabilité d'organiser sur le plan technique les élections, c'est-à-dire la CENI. Et donc, il prend l'information au jour le jour. Et en cas de faille, il verra, lui, à son niveau, comment faire pour faire en sorte que le processus puisse rester sur les rails. Et donc, en supervisant le processus électoral, c'est ce qui lui donne la possibilité aujourd'hui de dire du haut de la chaire des Nations Unies que le processus électoral se porte très bien et que les délais constitutionnels seront respectés. Le délai sera respecté. Est-ce qu'on ne peut pas craindre à ce jour que ce processus puisse déboucher à des contestations au regard déjà de ce décor qui est planté par ceux qui critiquent ce processus? Est-ce que vous ne craignez pas qu'il y ait déjà contestation après les élections? Mais à cette question, laissez-moi vous répondre que dans aucun pays du monde, il y a eu élection sans contestation. Dans aucun pays du monde. Et ici, en RDC, nous avons la particularité d'avoir des politiques qui, plutôt que de préparer les élections, préparent la contestation. Donc la contestation, elle est normale. Et ce qui serait anormal dans notre pays, c'est qu'il n'y ait pas de contestation. C'est là où il y aurait un problème. Mais s'il y a contestation, c'est normal. Et je dirais même que cette contestation participe de la respiration démocratique. C'est le droit de tout citoyen que de contester, mais après, il faut avoir les preuves, il faut avoir les moyens de mener cette contestation. Mais la contestation en soi, elle est normale. Et dans notre pays, je pense même qu'elle est souhaitable. Parce qu'une élection en RDC sans contestation, moi, je dirais qu'il y a un problème. Bien dit. Alors, monsieur Gandhi, ouais. On va prendre un peu au mot les propos de l'abbé Chollet. L'abbé Chollet qui disait que dans ces contextes-ci, s'il y a élection et que les résultats viennent après, on risque de tomber dans un chaos. Ce chaos, si nous avons un leader courageux, il peut prendre les choses en main. Est-ce une interprétation pour lui de ce processus électoral? Que comprenez-vous par là? Mais il est à la dérive, il va à la dérive. Comme la plupart des religieux, qu'ils soient les protestants, des églises évangéliques ou des églises catholiques aujourd'hui, ils perdent la raison en fait. Ils perdent la raison puisqu'ils interprètent les choses. On ne sait pas si c'est une interprétation ou alors ils insinuent ce qu'ils ont dans leur tête. C'est quoi l'intérêt des religieux mais ils ont des intérêts, les religions ont des intérêts. Vous savez, les liens que l'Église avait avec l'État dans le passé, ces liens ne sont pas complètement décousus. Il y a toujours des liens avec l'État. Chollet, il est en discordance avec le pape. Le pape était ici, il a eu à intervenir au niveau de la presse, il a eu à faire des discours, il n'a pas eu de mots déplacés, il a agi en homme d'État, puisqu'il est d'abord homme d'Église, mais il est aussi homme d'État. Chollet devrait parler de son pays, le Vatican. Chollet dépend du Vatican. Leur État, c'est le Vatican, ce n'est pas ici. Certes, il y a deux nations, il y a le Vatican, il y a la RD Congo. Mais il se trompe. Quand on regarde le processus tel qu'il est engagé,
la plupart des ténors qui remettaient en cause la mise en place de la CENI, ils ne vont pas aux élections. Mais s'ils vont aux élections, c'est quel signe ils donnent? Ils donnent les signes comme quoi ils sont d'accord avec ce processus. Si c'était un processus qui était entaché d'irrégularité, ils ne seraient pas partis. Même Fayoulou a commis une erreur de dire à ces gens de ne pas aller aux élections. Aujourd'hui, il est en train de se battre avec sa même communauté pour que lui soit candidat au niveau de la présidence. On marche sur la tête. Mais il y a un problème. Le processus tel qu'il est engagé, même notre ami qui représente Mukwege aujourd'hui, le gynécologue des femmes, même Mukwege va aux élections. Si Mukwege veut aller aux élections, s'il veut aller aux élections, si ces gens vont aux élections au travers d'un autre parti, puisqu'ils n'ont pas eu le temps de pouvoir se faire enregistrer, c'est qu'ils croient, c'est qu'ils ont confiance à ce processus. Mais ne parlons même pas de ces sujets, de confiance ou pas confiance. La confiance, c'est qui est capable, qui est en capacité d'aligner des représentants, à savoir des témoins dans tous les bureaux de vote. Il y a plusieurs bureaux de vote dans les coins et recoins de la République démocratique du Congo. Beaucoup de partis politiques ne seront pas à même de pouvoir aligner des témoins dans le bureau de vote. Ce sera l'heure des vérités. Puisque dans le bureau de vote, vous pouvez regarder les gens quand ils votent. Les témoins peuvent les regarder quand ils mettent leur bulletin dans l'urne. Mais les mêmes témoins seront là quand on va décompter, quand on fera le comptage des bulletins. Et puis, ceux qui sont les témoins officiels, ils vont contresigner le PV. C'est ça, c'est là l'heure des vérités. Au lieu de péronner, de faire du bruit inutilement, je pense qu'ils devraient plutôt s'atteler à pouvoir préparer leurs témoins pour que le jour des élections, y ait leurs représentants. Le danger qui nous guette demain, ce n'est pas le fait de la confiance ou pas confiance. Et le danger demain, c'est quoi? Ça sera, personne ne le dit, c'est la pluie. S'il pleut, très peu de gens viendront voter. Il y a des averses, beaucoup de gens ne vont même pas se déplacer. Ce qui peut nous aider plus tard à réfléchir à ne pas organiser les élections pendant la saison de pluie, pour être à même de pouvoir avoir plus de participants. C'est ça qui peut occasionner le retard et autres. Mais c'est aussi, j'espère qu'il n'y aura pas des embouteillages non plus, pour que les gens puissent se déplacer. Donc la confiance est là. La confiance, je mesure par l'effet de la participation. Tout le monde va participer. Tous ces opposants qui prennent part à ces élections, ils crédibilisent. Ils crédibilisent, ils ont crédibilisé. Non, ils étaient pour certains hier avec la CENI. Le docteur Mukwege fait confiance au processus électoral, du fait même de sa participation. Mais bien sûr. Il va quand même dépenser $100 000 qui lui ont été remis par la société civile. La Lucha. Voilà, donc mais $100 000, ça pouvait créer des emplois. Hein, c'est quand même de l'argent. Dans l'agriculture. C'est de l'argent qu'il investit dans le processus. Donc ça veut dire qu'il a confiance au processus électoral. C'est ça que ça veut dire. Alors, serait-ce contradictoire pour un pays d'avoir des élections sans contestation? Non. Pourquoi ce serait contradictoire? Non, il n'y a pas de contradiction. Il y a des élections qui se passent. En France, pour un pays, il y a des élections. Est-ce qu'il y a forcément des contradictions? Il y en a toujours. C'est plus qu'il y a des témoins partout. Il y a eu des contestations. Excusez-moi. Je ne sais pas si vous vivez en France, vous connaissez la politique française mieux que moi. C'est que j'en doute très fort. C'est que j'en doute très fort. Alors arrêtez. Non, je n'arrête pas. Parce que arrêtez. Les dernières élections. Je vous aide d'abord. Les dernières élections qui ont porté Emmanuel Macron au pouvoir ont été contestées. Donc il y a contestation. Mais non, ici, on peut faire la différence dans l'intensité, dans les marches, dans la rue. Les contestations, il y en a toujours. Biden a été contesté par Trump. C'était quoi la contestation de Macron? Il y en a eu. C'était quoi la contestation? Au regard de la... Rien du tout. Ici, il y a des gens qui ont contesté son élection, qui ont demandé le recomptage et ainsi de suite. Aujourd'hui, il y a eu contestation. On est au quatrième cycle, si je ne me trompe pas. Je veux aider d'abord. On est au 4e cycle. Oui. La France, je crois, c'est plusieurs... Cycle électoral, parce que les gens qui sont dans la gynécologie, quand vous parlez simplement du cycle, ils peuvent comprendre autre chose. Nous sommes au 4e cycle électoral. Il faut être précis avec lui. Il a fait quelle formation? Parce que... On peut comparer la France quand même mais c'est ça. À la République démocratique du Congo en matière électorale. On a commencé à peine. Comparer la France et la RDC, ça serait quand même aller vite. Non, vous m'avez posé pour un pays. Je vous ai répondu. Est-ce que c'est possible dans le contexte de notre pays d'avoir des élections sans contestation? Ça serait déjà bien que les politiciens retirent leurs mains du processus électoral et qu'ils arrêtent de nommer des gens qui n'ont pas les compétences nécessaires
parce qu'ils sont de la famille politique ou de leur famille, de leur tribu, dans les postes clés. Mais je vais quand même aider notre ami. Moi, je suis licencié en droit et sciences politiques. Moi, déjà, comme vous voyez là. Donc, je suis très bien bâti. Mais la personne que vous êtes en train de vous permettre de critiquer un peu ton sapé avec une forme de dérision qui n'en vaut même pas la peine, à 11 ans d'études supérieures, quand même 15 gynécologues, c'est 11 ans, mon cher ami. Oui, 11 ans. Dans la gynécologie? Oui, non. Déjà, dans le cursus universitaire. C'est toute Non, une dans vie, le cursus universitaire. C'est toute une vie. Et devenir en plus un professeur. Imaginez qu'est-ce que ça demande comme neurone. Non, mais, imagine déjà les sanctions en termes de diplôme. Non, mais attendez. J'en conviens. Le problème, c'est que... En termes de diplôme, en termes de diplôme. J'arrive en termes de diplôme. C'est que dans la profession... Non, en termes de diplôme. Parce que pour postuler à la présidence de la République, on vous demande un diplôme d'études supérieures. Ou 5 ans d'expérience. Ou 5 ans d'expérience, non? Et d'ailleurs, 5 ans d'expérience, ça qui ne veut rien du tout, il y a des tricheries partout. Moi, je préfère diplôme. 11 ans d'études, et lui, il a des diplômes à produire. Il y en a autant que chez vous? D'accord. Restons-en là, mon cher ami. Non. N'essayez pas de créer 100 000 $. Vous savez combien d'emplois créés Denis Mukwege? Vous savez combien d'emplois créés Denis Mukwege? La carrière professionnelle du docteur, c'est plus de 20 à 40 ans. Il a combien d'années de carrière? Plus de 20 ans. Plus de 20 ans de carrière. Oui, plus de 20 ans. Voilà. Et des hôpitaux pendus partout sur le territoire national. Mais c'est de ça dont il est question ici. Et question de quoi? Mais sa profession, c'est laquelle? C'est un professeur, c'est un pasteur, c'est un gynécologue. Et alors? Non, mais et alors? Moi, je vous parle d'élection présidentielle. On demande quel diplôme? Non, ça n'a rien à voir. Non, mais ne vous perdez pas. Vous êtes en train de vous perdre, de vous focaliser sur des choses qui vous dépassent. Vous voyez quelqu'un qui est intelligent. Ma phrase était celle-ci. Puisqu'il vous donne le temps de discuter avec moi, vous voyez quelqu'un qui est intelligent. On demande votre protection, là. Non, puisqu'il me donne le temps. Moi, je n'ai pas besoin de protection. Puisqu'il donne le temps. Je ne sais pas quel diplôme a votre autorité morale. De votre parti. Je ne sais pas quel diplôme a votre autorité morale de votre regroupement. Moi, je ne sais pas. Mais ce que je sais de Denis Mukwege, c'est pour ça qu'il ne se perd pas dans les combines politiciennes. Mais il est quand même dans les combines où il ne paye pas des taxes. Vous appelez ça par exemple. Oui, mais combine, puisque quand tu triches. Laissez-le poursuivre, s'il vous plaît. Quand tu ne payes pas des taxes, tu es bon citoyen. Tu es bon citoyen. Vous êtes gynécologue ou pas? Vous avez suivi cette affaire jusqu'au bout? Est-ce que vous l'avez suivi? Donnez-nous la quintessence de... quoi? Mais vous voyez bien l'union sacrée. Je vous avais dit, mais vous êtes gynécologue ou pas? On y arrive. Non, mais on y arrive en tout ça. S'il vous plaît, au finish, il est gynécologue. C'est un professeur, c'est un entrepreneur, c'est celui qui investit. Je vous ai posé la question du nombre d'emplois. Quand vous vous occupez de ces 100 000 $, est-ce que vous savez combien d'emplois il a créé? Mais sa profession, c'est laquelle? Il est gynécologue. Mais c'est un Congolais citoyen. Et même quand vous êtes en train de parler des Cholés, vous parlez, non, son pays, c'est le Vatican. Mais vous n'avez pas honte, c'est un citoyen congolais. Revenons sur Mukwege. Il est gynécologue ou pas? Le sujet, c'est Mukwege. Non, mais parce qu'on en parlait. Il est au-delà des... Oui, il est gynécologue, il est professeur, il est pasteur, il est tout ça. Oui, il est. Mais la profession, c'est laquelle? Il est gynécologue. Monsieur Xavier, s'il vous plaît. Et la politique, c'est une profession. Non, on parle de sa profession. Non, on parle de votre profession. Votre profession, c'est quoi? Votre profession, voilà pourquoi j'ai dit ça. Votre autorité morale, vous n'avez rien à dire. C'est le Congolais qui parle. C'est le Congolais qui a passé... Voilà pourquoi j'ai dit ceci. Lorsqu'on a passé... Vous êtes en train de vous perdre. Lorsqu'on a passé toute sa vie... Vous savez, quand vous êtes en train d'insulter toutes ces femmes, vous insultez toutes ces femmes que lui, que vous les politiciens, prédateurs des richesses de la République démocratique, qui vous allez, parce que pour l'argent... dignité, ces femmes-là qui ont... Non, mais c'est pas d'elles dont il est question. C'est pas des femmes dont il est question. Si, vous êtes en train de vous moquer des souffrances de ces femmes. Pas du tout. Vous moquez de la souffrance de ces femmes. Dont la profession est bien connue. On sort de vous êtes sortis des jupes d'une femme. Vous êtes sortis des jupes d'une femme. Et le gynécologue, c'est celui qui entretient votre femme. C'est celui qui entretient votre maman. Il faut avoir beaucoup de considération. Mais c'est pour ça qu'on dit que Kwanga... Vous n'avez rien à dire. Vous n'avez rien à dire. Vous manquez d'arguments. Vous manquez d'arguments. Parlez maintenant de ce qu'il a produit dans la société. Donc en ce qui concerne les jupes des femmes, on va lui laisser. Personne n'ira débattre avec Mukwege là-bas. On lui laissera ça. Ce n'est pas tout ce qu'il y a en jupes des femmes là, on laissera ça à Mukwege. Personne n'ira avec lui débattre là-bas. Vous manquez d'arguments. C'est pathétique, c'est pitoyable. Je ne sais pas. Il fascique, vous sortez. Est-ce que l'IFASIC vous destine à faire de la politique? S'il vous plaît. Dites-moi, IFASIC, vous destinez à faire des politiciens? Répondez. Est-ce qu'IFASIC forme des politiciens? Restez dans votre domaine. Qu'est-ce que vous venez faire dans la politique? Vous arrivez secrétaire général, qu'est-ce que vous venez faire dans la politique? Restez dans votre domaine. Informez-nous. Restez dans votre domaine. Vous venez ici nous donner une leçon.
Répondez aux questions. Voilà que je pourquoi- vous ai posées. Ne vous perdez pas. Voilà, Répondez aux questions. Vous êtes perdu. Non, s'il Lui, vous plaît, Denis s'il vous plaît. Mukwege, il peut Non, pas non, vous non, répondre. voilà Il est pourquoi- au-dessus. Voilà pourquoi j'ai parlé de profession. Mais revenons au discours. Alors, je donne La la parole. profession, il est Je donne la gynécologue. parole à Ouais. monsieur Ma Perrin. question, Ah, monsieur vous lui Perrin. laissez poser des questions. Moi, Ouais, ma question, ben, c'est pas- je vais vous départager. en fait, non, non, Je vais vous départager sur un point. Non, non, non. Vous avez Non, mis. non, c'est moi qui dirige le débat, Ouais. s'il vous plaît, vous n'avez pas la Ben, parole. je vais vous n'avez pas la dé- parole, vous n'avez pas la Ah, parole. bah, je pensais que vous m'aviez Non, donné non, la non. parole. donc. Vous n'avez pas la parole, vous n'avez pas encore la parole. S'il vous plaît, respectez les temps d'antenne. On va conclure avec vous. Maître Bissello, au regard du déroulement de ce processus conduit par Denis Mukwege, Oui. est-ce qu'on peut se dire aujourd'hui que que le pouvoir en place a une mainmise sur le processus électoral? Et qu'est-ce qu'il indique? Denis, par Denis Kadima. Processus mené par Denis Kadima, pas Denis Mukwege. Denis Kadima. Tout d'abord, si nous allons aux élections, comme certains pensent, ce n'est pas parce que nous avons confiance à Félix Tshisekedi. Ce n'est pas parce que nous avons confiance à Denis Kadima. Non, mais parce que nous avons confiance en notre Constitution. C'est la Constitution qui définit les échéances électorales. qu'est-ce qui Lorsque les démontre- Congolais s'engagent, Qu'est-ce qui démontre la mainmise du pouvoir sur le processus? il est clair. D'abord, les acteurs, les animateurs de ces institutions. Denis Kadima n'est pas le fruit naturel de ce processus de sélection. Les animateurs qui sont autour de Denis Kadima, ils ne sont pas les processus naturels de loi organique relative à la composition et à l'organisation de la CENI. Donc voilà, on y arrive là. Au-delà de ça, secrétaire général adjoint de la CENI qui venait d'être suspendu, M. Toto qui a été suspendu par Kadima, il venait d'où? Il venait d'où? C'est à vous de nous dire. Non, moi je vous... Ah, vous savez pas, moi je vous aide. Aidez-nous. Secrétaire général, un pire petit Secrétaire exécutif. il était de l'UEPS, il vient de l'UEPS. Il a travaillé Félix Tshisekedi pendant des années en toute sérénité. Attendez. L'informaticien. S'il vous plaît. Oui, l'informaticien. S'il vous plaît. Un pur produit de l'UDPS. Toto Mabikou, Toto Kani, il vient de l'UDPS. Purement produit de l'UDPS. Dire... Preuve à l'appui, preuve à l'appui. Ouais, voilà, on va vous chercher les informations, on vous remet. Ben, c'est pour ça que même dans sa suspension, il faut sous-entendre qu'il y a un conflit. D'ailleurs, on ne connaît pas les motivations. On peut vous Je suis avocat. Oui, je suis avocat. Je parle en connaissance de cause. Allez, preuve. Moi, je parle en connaissance de cause. Je suis avocat. Est-ce que vous m'avez déjà entendu venir me déployer ici pour juste faire les beaux, les jolis? Pourquoi vous défendez tant cette CENI? Est-ce que c'est de votre rôle, vous, du pouvoir? Est-ce que vous m'avez entendu défendre ici la CENI? Vous défendez, vous dites que voilà, le président c'est le superviseur de ce processus. Eh bien, allez, nous irons aux élections. Non, ici, il faut faire la part des choses entre la CENI en tant qu'organe technique et le processus électoral, qui est en fait un bien commun à tous les acteurs politiques. Le processus électoral nous appartient à tous. Le processus électoral n'appartient pas à la CENI. La CENI n'est qu'un organe technique qui pilote ce processus. Non, non. Non, ça appartient même au gynécologue. Oui, même le gynécologue, il est copropriétaire du processus même les sans électoral. diplôme. Il est copropriétaire du processus électoral. Donc, moi, ce que je dis, je ne défends pas le président de la CENI, que je ne connais pas personnellement, ni la personne qui pilote bien ici. ce processus. Il pilote très bien ce processus. Écoutez, moi, ce que je constate, c'est qu'au niveau du processus électoral, moi, personnellement, j'ai posé ma candidature au niveau national et provincial. Chez moi, à Songolo, le Congo central. Je constate également qu'en face de moi, il y a un soutien à une personnalité qui va déposer sa candidature au niveau présidentiel. Je constate également que le président de la République a déjà déclaré qu'il serait candidat à sa propre succession. Donc moi, ce sont des indicateurs en tant qu'acteur politique qui me font dire que le processus électoral se porte bien. Et je m'arrête à ça. Juste à ça. Les considérations personnelles sur la couleur de la chemise du président de la CENI ou de son secrétaire exécutif national, je n'entre pas dans ça. Ça, il faut la transparence. La loi, le fichier électoral, ça ne vous dit rien. Mais je pense que la loi relative à la participation sociale, ça ne vous dit rien. Politicien que vous êtes. Le processus électoral tel qu'il s'est déroulé, il a été jalonné de ce que la CENI a appelé le cadre de concertation. C'est un cadre en fait qui permet à la CENI en tant qu'institution de dialoguer, d'échanger avec les acteurs politiques, parties prenantes au processus électoral. Et donc c'est dans ce cadre-là, lorsqu'il y a un problème, lorsqu'il y a un couac, lorsqu'il y a des questions, que nous, les acteurs politiques, nous pouvons poser les questions directement à cette institution qui est la CENI sur le processus électoral. Moi, personnellement, j'ai eu à poser 2, 3, 4 questions lors de certaines séances
de ce cadre de concertation entre la CENI et les partis politiques. Donc les suspicions qui seraient décousues, qui viendraient de je ne sais où, je ne prête pas attention à cela parce que c'est comme je l'ai dit, il serait anormal qu'il n'y ait pas de contestation au lendemain des élections ici en RDC. Pourquoi? Mais parce que nous, les Congolais, nous sommes comme ça. Vous avez vécu... Nous contestons tout. Au lendemain... Comme l'a dit Marcelo. Non, mais surtout les Quinois. Ils sont toi danger. Nala on dit Mamuninga. Hein? Nala on dit Mamuninga, Negolanga, Maître Bisselele, Alekanga la danger. Non, contester car na obo yakaka. Et c'est normal, c'est ça notre culture. Hein? Tembeti na souka, torongande des dangers, donc voilà. C'est normal. Ça fait partie de notre culture. C'est notre patrimoine culturel. Donc, en tant que Congolais, ici en RDC, au lendemain des élections, c'est tout à fait normal qu'il y ait contestation. Et je dirais que c'est ça même qui va crédibiliser notre processus électoral. Parce que posez-vous la question, si demain, on annonçait, voilà, je donne un exemple, hein, Félix Tshisekedi a gagné, il remplit pour un second mandat, et qu'il n'y a pas de contestation. Mais même la communauté internationale va dire, mais il y a un problème dans ce pays. Il faut aller voir un peu ce qui se passe en RDC, il y a un problème là. Donc la contestation, elle est normale et pour nous, elle est même souhaitable. Parce que c'est ça qui démontrera que le processus a été régulièrement organisé. Il faut qu'il y ait contestation. C'est normal. Alors, Monsieur Gandhi, je pense que c'est votre... Bon, avant-dernier tour de Avant-dernier tour, puisque j'ai parlé peu. Oh, beaucoup. Est-ce que non, je vais parler peu. En termes de tour, je vais parler peu et bien. Objectivement, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, le processus, il y a des raisons de s'inquiéter quand même, il y a des faits qui pourraient penser aux inquiétudes, soutenir ou faire, laisser comprendre les inquiétudes qu'opposent les opposants? Avant de répondre à cette question, je voudrais quand même revenir sur un point, lever quelques équivoques. Quand Xavier et Eric ont parlé sur les diplômes, notamment, c'est plutôt Eric qui parlait beaucoup plus de diplômes, de Bac plus 11 de Mukwege. Je voulais simplement replacer les choses dans leur contexte. Ce ne sont pas les diplômes qui font de bons dirigeants. Nous avons vu en France, puisque lui connaît bien l'Europe, la Belgique, la France, on a eu un grand professeur, Raymond Barre, qui est bien connu dans le monde, et qui a dirigé le ministère de l'économie et des finances, puisque là-bas, c'est les finances et l'économie, c'est ensemble. Voire même le budget, parfois, on met les trois ensemble. Et il s'avère que la France a passé des moments très difficiles vers les années 70, 74, 73, 74. On l'avait nommé comme ministre de l'économie et des finances pour pouvoir, en tant que professeur, redresser la situation. Je pense qu'il n'est pas parvenu. Mais nous avons eu deux meilleurs ministres de l'économie et des finances. Ce n'étaient pas des universitaires. En France. En France. Il y a eu un, Bérogovois, fils de gendarme, qui était ajusteur de formation, qui fut un très bon ministre de l'économie et des finances. Nous avons eu un autre, dès lors... Un ajusteur dans Il était autodidacte. Dans son garage, on l'a nommé ministre. On l'a nommé ministre. Non, une usine, il était ajusté. Mais c'est les gens, je vais vous expliquer comment. Il y a un autre Delors. Jacques Delors n'était pas universitaire, c'était le premier président de la Commission européenne. Il n'était pas universitaire. Il fut aussi un des meilleurs ministres de l'économie et des finances. Pourquoi? Puisque ces gens-là, oui, souvent, ils ont un parcours des syndicats. Les syndicats forment des gens dans ces pays d'Europe, etc. Quand il y a des syndicats et des syndicats forts, bien organisés, plus que même les partis politiques, on peut avoir des fruits, des gens en capacité de pouvoir gérer n'importe quelle entreprise. Mais chez nous, il y a un problème. Et chez nous, quand on parle de la société, rares sont des moments où on rencontre des syndicats. Quand on parle des syndicats des médias ici, c'est quand ils vont revendiquer au niveau de la fonction publique. Ça permet même de les licencier. Donc, mais oui, mais c'est ça le problème. On a un déficit, non seulement au niveau des syndicats, au niveau des partis politiques. On ne peut pas escompter avoir des bons politiques. Donc les diplômes, c'est bien, mais ce n'est pas tout. C'est pour ça que moi, je prône, en dehors de ce que Maître Pati Lendo prône la méritocratie, moi, je rajoute à la méritocratie les 3 S. Puisque la méritocratie, ça peut être des gens qui viennent des partis politiques, ils ont mérité en tant que militants. Alors que les 3 S, c'est avoir le savoir, là on est d'accord,
avoir le savoir-faire et aussi et surtout ce qui manque aux Congolais, le savoir-être. Savoir-faire, savoir-être. 2 minutes. Maître Bissello, Eric, selon vous, en 2-3 mots, qu'est-ce qu'on doit retenir du discours du président Tshisekedi pour conclure? Juste au bénéfice de notre premier ministre français dans les années 70, période de crise pétrolière exceptionnelle, mondiale, et la France dépendait exclusivement des pétroles de l'Arabie Saoudite. Exact. Donc, il faut mettre à son crédit ces faits tout à fait particuliers. Et moi, je pense que déjà les qualités qu'il faut pour un président aussi, c'est aussi le management, savoir s'entourer. C'est ce que nous avons comme expérience, notamment auprès de Denis Mukwege, un gynécologue, mais aujourd'hui c'est un chef d'entreprise qui emploie des Congolais. Les femmes qui sont réparées physiquement sont aussi réparées psychologiquement, sont réinsérées dans la société financièrement. Ça, je ne sais pas qui peut faire mieux aujourd'hui dans cette République. Moi, je ne retiens rien de ce discours. Je vous ai dit, les premières années de Félix Tshisekedi, 1, 2, sur la chair, c'était des plaintes. On en a marre des plaintes. On va en finir avec le 23 avec le Rwanda. Aujourd'hui, ils nous pondent un discours de président de l'OIA, sachant bien que l'Organisation de l'État africain lui-même, il se moque réellement de ce qui se passe en République démocratique du Congo. Je pense que c'est sa dernière montée de la chair. Après, il va aller se reposer très bientôt en décembre. Donc, on peut lui pardonner de ses erreurs. Et surtout qu'il a été tellement entouré. Comme Kabila disait, 15 personnes, il en manquait. Félix, on n'en trouve pas 2 ou 3. Donc, c'est dommage. Et c'est pour cela qu'il faut peut-être être entouré dès maintenant des personnes qui soient capables. C'est ce que Denis Mukwege a comme avantage d'être entouré des gens capables, pas forcément des universitaires, mais en tout cas des gens qui ont la compétence, qui ont l'expérience et qui sont partout dans le monde. Merci beaucoup. Monsieur Xavier, qu'est-ce qu'on doit retenir du discours du président, des moments forts, les aspects qui sont les plus forts de ce discours, que les peuples congolais qui nous suivent peuvent retenir? Écoutez, le discours du chef de l'État à la tribune de la chaire des Nations Unies a été un discours complet. Et en ce qui me concerne, le point fort, c'est lorsqu'il dénonce la politique de 2 poids 2 mesures de cette institution qu'est les Nations Unies. C'est-à-dire qu'on est, dans cette sphère-là, on est pressé de condamner la guerre en Ukraine, menée par la Russie, mais la RDC qui vit plus ou moins les mêmes faits avec le Rwanda, silence radio. Donc il y a ce qu'on appelle, ce que le président de la République a appelé 2 poids 2 mesures. Et j'ai aimé le fait qu'il puisse le dire là-bas. En fait, c'est ce que j'aime chez ce président de la République. Il n'a pas sa langue dans la poche. Il dit les choses en face. Vous vous souvenez, lorsqu'Emmanuel Macron était ici à Kinshasa, le chef de l'État lui a parlé franchement, de manière frontale. Et c'est ce style-là que j'aime chez le président de la République. Il est cash, il est direct, il est frontal. D'accord. Et il faut, comment dire, il faut reconnaître cela. Parce qu'aujourd'hui, parce que vous posiez également la question si la RDC a la capacité de faire entendre sa voix. Mais c'est justement parce que nous avons un président de la République qui a ses compétences intrinsèques de dire les choses qu'aujourd'hui, la voix de notre nation est entendue à l'extérieur. Et donc ça, c'est une chose à saluer. Merci beaucoup. Monsieur Gandhi. Je ne voudrais pas revenir sur la relation de la RD Congo avec la MONUSCO. Il a été clair. Il a rencontré le souhait de la majorité de la population congolaise. Je ne reviendrai pas sur l'environnement où il demande qu'il y ait l'équité au niveau de la redistribution des moyens mis à disposition pour les États qui protègent notre environnement. Je ne reviendrai pas non plus sur l'appel qu'il a fait pour la multilatéralité, pour qu'il y ait une présence de l'Afrique au niveau des Nations Unies. Mais je m'aimerais retenir simplement un point sur lequel d'ailleurs les Congolais l'attendent, l'opposition critique, c'est le fait que, oui, la diplomatie, il le fait très bien. Il a dit qu'il continuera à jouer sur le champ de la diplomatie, mais il n'exclut pas d'autres possibilités. Donc, comprenons qu'il est prêt éventuellement, s'il faut pousser la République aux hostilités, la République ira vers les hostilités, défendra non seulement son territoire, même s'il faut aller occuper une bande de protection et de sûreté entre le Rwanda et le Congo, il le fera. C'est ce que j'ai compris en filigrane, il l'a dit. Merci mesdames et messieurs, merci messieurs d'avoir été avec nous dans cet échange de plus ou moins 1h20. On a parlé, on a essayé de décortiquer le discours du président. On s'est apaisanti en fin d'émission un peu sur le processus électoral. Il a dit qu'il reste irréversible. Donc le 20 décembre, tous les Congolais
disons, la majorité de ceux qui ont voté, qui ont les cartes d'électeurs. Oui, carte d'électeur. Iront... Qui ne s'efface pas, oui. Alors, on se retrouve demain pour... le docteur Denis Mukwege a confiance. On se retrouve demain pour conclure la semaine. À bientôt. Il ne s'agit pas de confiance, la carte d'électeur s'efface. Nous sommes le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagés et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses, aux États-Unis, 1000 Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, Boulevard Monk, H4, E3, H8. À Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Rigini, commune de Lemba, et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limite.